Cette semaine, Gustave a tiré la couverture à lui, je veux dire à son activité de libraire en ligne, de spécialiste de livres, et il m'a donc fatalement pris à témoin puisque je suis de l'autre côté de la profession. Au début, c'était assez innocent. Il a parlé du fameux prix unique du livre en France qui fêtait son 30e anniversaire et il a dit que c'était présenté comme une victoire absolue des forces du bien. Moi, je veux bien, a-t-il dit, mais comme on dit, il y a du pour et du contre. Comme toujours, il a fait une pause. C'était un petit rituel pour laisser à l'abonné au monde le temps de mordre à l'hameçon. Puisque pour cette génération de beaux esprits mitterrandiens, tout ce qui a été décidé par le gourou de l'époque ne saurait souffrir la moindre critique, et ça n'a pas manqué, l'abonné au Monde s'est retourné vers moi pour m'attirer comme auteur de son côté sur le thème « Le livre n'est pas une marchandise, il aurait été inadmissible de voir fleurir des libraires discount qui auraient tué le petit libraire ». Et de toute façon, Gustave n'est pas libraire, il est bouquiniste, c'est pas pareil. Alors là, j'ai volé au secours de Gustave, qui a exercé une profession impossible à imaginer il y a 30 ans, celle de libraire d'occasion en ligne. Et j'ai dit qu'en tant qu'auteur, je lui étais reconnaissant, ainsi qu'à tous ses semblables, qui étaient nombreux, de donner aux anciens titres épuisés une vie presque éternelle. Même moi, et je dis, si je veux trouver l'un de mes livres des années 80, j'y parviens en 3 minutes, et je le fais envoyer à quelqu'un, chez qui je vais passer quelques jours, par exemple. Et là, Vladimir m'a dit, oui, mais tu ne touches pas de droit sur la circulation des livres d'occasion. Et l'abonné au Monde m'a fielleusement fait le coup du « t'inquiète pas, il se rattrape sur ses recettes de YouTube », à quoi j'ai répondu un peu contrarié. Ça fait presque 2 ans, mon vieux, que j'ai refusé toute banderole publicitaire avant cette chronique pour éviter d'avoir justement à devenir auto-entrepreneur, etc., puisqu'apparemment c'était fiscalement la règle. Donc ça ne me rapporte strictement rien, tu aurais pu t'en apercevoir. À quoi Gustave a répondu « vu comment tu le traites dans ta chronique, de toute façon il ne va pas la regarder ». Là, Gustave est revenu aux choses un peu sérieuses, c'est-à-dire dangereuses pour la paix de la discussion. Il a dit, remarque, le prix unique du livre, en ménageant ce qu'ils appellent les libraires indépendants, m'a permis, moi, de démarrer ma petite affaire il y a 20 ans. C'est vrai que quand tu laisses un prix élevé partout, ça incite les gens à attendre de trouver les nouveautés chez les bouquinistes au bout de 6 mois, donc c'était bon aussi pour nous. Mais ce n'est pas le principal, a-t-il dit, avec cette espèce d'emphase qui sait mettre dans les propos polémiques, comme pour annoncer à l'avance qu'ils vont l'être. Non, il a dit, le grand résultat du prix unique du livre, du sauvetage des petits libraires face à la cruauté des supermarchés, le grand résultat qu'on peut dire que les gouvernements ont acheté, c'est la conformité idéologique dans la distribution du livre. Pour parler clairement, la France de Mitterrand, Jospin, Chirac, etc. a vu fleurir une armée de soldats de la pensée que sont devenus les petits libraires, qui par reconnaissance sans doute ont systématiquement mis en vitrine les livres de gauche, pendant que les livres suspectés, eux, d'être réactionnaires, étaient laissés au fond du magasin, ou alors n'étaient même pas commandés. Et moi, ça a bien fait mes affaires, a dit Gustave, parce que je me suis spécialisé dans le catalogue des gens qu'on ne trouvait plus, qui n'étaient pas réédités, les Maurras, Barrès, Bainville, les Mystiques, les Céline, les Mémoires de généraux d'Indochine, etc. D'où ta réputation de libraire facho, a dit l'abonné au Monde, d'où, a corrigé l'autre, le fait que j'ai droit à une retraite. Et ma réputation, comme tu dis, fait que je continue à en vivre assez bien. Parce que dans le contexte de restriction de la liberté d'expression qui est le nôtre aujourd'hui, je croule plus ou moins sous les demandes. Et là, évidemment, l'abonné au Monde a demandé quelle restriction à la liberté d'expression, il n'en avait pas vu, etc. Le piège avait donc fonctionné, il était dans la nasse. Et Gustave n'a eu qu'à refermer. Il a dit, quand on voit qu'Éric Zemmour, qui est allé jusqu'à vendre 400 000 exemplaires du même livre il y a 4 ans, vient d'être chassé par l'éditeur qui lui devait toute sa trésorerie de cette année-là, on se dit que pour la liberté d'expression, tu repasseras un peu. Et l'abonné au Monde a dit ce qu'il fallait dire, ce qu'il avait lu 100 fois. Ah, je me fais pas de soucis pour lui. Il aura vite fait de retrouver un éditeur. Et c'est là que je suis intervenu au début d'une voix douce et patiente pour lui dire que cette trahison de l'éditeur de Zemmour signifiait 2 choses qui n'étaient pas absolument incompatibles. Premièrement, que l'Élysée avait téléphoné pour dire « ça nous arrangerait que Zemmour se retrouve chez un petit éditeur avec un réseau de distribution minable », si vous voyez ce que je veux dire. Et on lui a répondu « mais très bien, monsieur le Président ». Et numéro 2, d'autre part, ça signifie aussi que tout le réseau de contrôle de la pensée, qui passe justement par les libraires dits indépendants, menacé, si Albin ne repoussait pas son auteur, de boycotter de manière larvée toutes les productions d'Albin Michel, y compris les policiers, les recettes de cuisine, etc. Comment ça, boycotter, a dit l'abonné au Monde? On trouve tout ce qui vient de sortir chez un libraire, il n'y a pas de filtre. Alors là, toujours patient et souriant, j'ai dit, quand on est écrivain aujourd'hui, on sait très bien que certains dépôts, certaines chaînes, comme Cultura par exemple, ne commandent pas certains livres qui viennent de sortir,
Mais par pudeur, je vais te parler plutôt de mon expérience de lecteur à ce sujet. Je me souviens par exemple du livre Vengeur de Madame Trierweiler à propos de François Hollande, et je me souviens qu'au moins 2 libraires de ma connaissance à Paris avaient apposé sur la vitrine une pancarte pleine de dédain, dans le genre « Nous ne vendons pas le livre de Madame Trierweiler ici ». Et là, l'abonné au Monde est repassé en pilote automatique. Il a parlé de ce torchon du livre de Madame Trierweiler, donc il a fait comme les libraires, en somme, dont je parlais, et m'a donné raison malgré lui. Je me suis retourné vers Gustave et j'ai dit « Tu vois, si une majorité de clients de la librairie machin truc a l'habitude de faire des reproches à la direction sur ce ton à propos de ce qu'on trouve en vitrine, la librairie met très peu de temps à se conformer à l'opinion dominante, et bientôt tu ne trouves plus en vitrine que des livres qui ne déplaisent ni à la majorité, ni au régime, etc., ni surtout aux journaux qui font la loi dans l'opinion et aux télés. C'est d'autant plus vrai, et je dis que les maisons d'édition, les journaux qui parlent de ce qui vient de sortir, les télés donc idem, les chaînes de distribution, les grandes surfaces du livre, tout ça appartient aux mêmes intérêts désormais. Donc en l'occurrence, Albin Michel s'est dit « Oula, oula, je n'ai rien contre le contenu du livre, il n'y a rien d'illégal, on s'en fout, en plus on a des avocats ». Non, c'est la façon dont nos partenaires vont le prendre qui nous inquiète. Et puis aussi, ai-je ajouté, le fait que tout notre personnel soit de gauche. Et j'ai ajouté encore, ce personnel de gauche n'est lui-même pas tellement militant, non, il est simplement conformiste. Il est effrayé que dans les bars où le verre de bière vaut 10 € et que fréquentent tous ses amis du peuple là en sortant du bureau à Montparnasse, on leur dise « Ah, tu travailles chez Albin, mais t'es folle, tu vas te griller complètement ». Et là, Gustave a dit à Léon « En tout cas, tu viens de gagner encore quelques cases sur le jeu de loi de la présidentielle avec ta prophétie sur Philippe de Villiers, parce que figure-toi que l'homme du Puy du Fou a décrété qu'il quittait Albin Michel aussi par solidarité, ce qui veut dire qu'il y a là le début d'un ticket avec Zemmour, comme disent les Américains. Et là, l'abonné au Monde, tout en saluant la femme du patron du café qui allait chercher des estragon au jardin, a dit « Je te signale que ton grand homme a instauré le parc sanitaire dans son parc d'attractions en Vendée ». À quoi j'ai répondu « Tu tombes mal, mon pauvre Albert, j'ai voulu vérifier ça justement pour Léon l'autre jour qui me l'avait demandé. Eh bien, il est clairement dit que non, c'est pas ce que j'ai lu », a répondu notre stalinien villageois. J'ai dit « Je te le montrerai, c'est marqué sur leur site ». Et là, comme souvent, la conversation a pris feu. À cause d'une allumette qu'on n'avait pas vu venir, une dame qui avait son jardin pas loin et qui accompagnait la patronne du café pour la cueillette de l'estragon, m'a dit « On ne vous voit plus à la messe ». Et là, j'ai répondu « Mais c'est par politesse, parce que je crains d'être désagréable, madame, car je n'approuve pas tout ce que fait l'Église catholique, loin de là, en ce moment. Déjà, j'aime pas que vous ayez conseillé l'autre jour aux paroissiens de ne pas dire Amen après avoir communié pour éviter les aérosols. Ensuite, je n'aime pas que vous ayez repoussé la musique d'orgue de Léon qui vous l'a proposée. Et pour être franc, je trouve inadmissible qu'aucun prêtre ou évêque ne se dresse contre les autorités en ce moment pour leur dire « Mais vous êtes devenus fous ». On parlait de passe sanitaire à l'instant, mais c'est que normalement un chrétien devrait juger absolument insupportable une chose pareille. Ça ramène la société française au temps d'Hérode. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Que le pape assimile la méfiance contre le vaccin à du négationnisme et qu'il juge tout à fait normal qu'on interdise certains lieux à certaines personnes qui ne veulent pas se conformer à la règle. Mais c'est normal, a dit l'abonné au Monde, il ne faut pas qu'ils mettent en danger la vie des autres. Mais quels autres, a dit Gustave? Les gens comme toi? Oui, par exemple. Mais tu as eu tes 2 doses, qu'est-ce que tu viens nous emmerder? Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Qu'il faut protéger les vaccinés contre les non-vaccinés? Mais ça ne va pas dans ta tête? Il t'a servi à quoi ce vaccin alors? L'autre jour, ai-je rajouté en parlant d'Albert, je l'ai pratiquement observé en train de se réjouir parce qu'on venait de dire à la télé qu'une nouvelle vague de contamination était probablement en route et que, si ça se trouve, il disait, on allait devoir reporter le masque dans la rue avant la fin juillet. Et j'ai ajouté encore, je te jure, on avait vraiment l'impression qu'il s'en frottait les mains. Et là, Gustave a fait une chose assez irritante pour l'intéresser. Il a continué à parler de lui comme s'il était un simple sujet d'étude. Il a dit, Christiane, la psy là, de Montpellier, m'en a parlé il y a 2 jours, elle a dit, c'est un malade du contrôle d'autrui. Il accueille tous les prétextes pour pouvoir servir la machine à contrôler autrui, à faire marcher droit son entourage, ça lui donne le beau rôle, et là il serait prêt à admettre n'importe quel mensonge du conseil médical du président pour pouvoir continuer à faire la police au village et dire aux gens, je vous mets en garde, soyez responsables, suivez les consignes, etc. D'autant ai-je ajouté que l'une des consignes en ce moment consiste à ne surtout pas dire que les vaccinés meurent aussi de la fameuse maladie, meurent encore, et en plus rien que là au village, si je fais le compte, le nombre de gens qui ont passé une semaine épouvantable après ce qu'on nous présente comme une simple formalité est impressionnant. La patronne du café a dit oui, ma mère par exemple.
Je pense, a-t-elle dit, qu'il y a au moins 15% des gens qui ne supportent pas l'injection. J'ai ajouté, tu as Michel qui a dit à quelqu'un l'autre jour devant moi, c'est bien simple, pendant une semaine, j'ai pas pu marcher. Un autre, Serge, qui m'a dit pendant une journée, j'ai été tellement faible, tellement bizarre, j'ai cru que j'allais crever. Et tous ces récits, sans parler de ceux qui ont réellement crevé, ces morts suspectes, là, qui interviennent 15 jours après, toutes ces rumeurs fondées sur une expérience directe et pas sur des trucs lus sur Internet, pas sur des fake news, ont circulé dans les familles pendant plusieurs semaines, dans les entreprises, ce qui fait qu'on a atteint peu à peu le plafond des volontaires pour le casse-pipe, et donc désormais le gouvernement est tombé sur la moitié de la France qui dit non, tout simplement. Et la propagande, à ce moment-là, à la télé, devient délirante. On commence à parler d'enfoncer la porte des gens d'un coup d'épaule à 6 heures du mat', appuyé par la milice. C'est là, a dit Léon, qu'on attendrait tout de même une réaction du pape et des évêques. Moi, je suis stupéfait de voir le degré de soumission incroyable qu'on a réussi à obtenir de tous ces hommes qui, normalement, sont là pour défendre la dignité, l'indépendance de chacun. Tout de même, déjà, repousser quelqu'un qui n'a pas montré patte blanche devant un magasin ou un resto, c'est pas anodin, mais songer à lui imposer une opération éventuellement risquée pour sa santé, pour sauver 0,05% de la population au-dessus de 70 ans, eh ben ça m'interroge gravement. Je lui ai dit, Léon, tu ne peux pas puiser dans ta marmite à intuition de quoi nous éclairer un peu sur ce qui va se passer, parce que là, nous sommes un peu perplexes aussi. Si, mais j'attendais que Madame Émilie se soit éloignée, nous a dit Léon, avec Marthe. Il parlait de la dame là qui officiait comme bedeau à l'église et de la femme du cafetier, qui sont toutes deux des catholiques de type obéissant et qui trouvent normal que le pape organise des séminaires sur la nouvelle économie au Vatican. D'ailleurs, à ce sujet, Léon a tenu à préciser, quand on parle de pape mondialiste, pour le critiquer, il ne faut pas perdre de vue tout de même une chose, c'est que mondialiste, il l'est par nature, par définition. Tous les catholiques le sont. Ils vont par toutes les nations pour prêcher la bonne parole, mais il faut distinguer le mondialisme de la philosophie et celui des biens et services. En gros, ce qui me gêne, c'est que le pape fasse coïncider les deux, qu'il ait dit clairement qu'il réfléchissait à la façon dont la spiritualité pouvait animer, inspirer l'économie moderne, alors qu'on voit bien que c'est le contraire qui se passe en ce moment. L'économie moderne s'est installée au Vatican et tu me demandais, il me parlait à moi, si j'avais des intuitions à ce sujet, et ben la réponse est oui. Alors Gustave a répondu intuition ou voyance. Ben moi je ne fais pas la différence, comme je te l'ai dit. Alors qu'est-ce que tu vois? Ben, ça m'est apparu l'autre matin, comme si j'y avais réfléchi toute la nuit en dormant. Le pape actuel, en fait, a pris la place de l'autre. Il a été envoyé par quelqu'un pour le remplacer. Par le Saint-Esprit, ai-je suggéré. Non, non, justement, par son contraire, peut-être. Gustave a dit, j'y ai pensé aussi, on nous disait de l'autre pape, il est au bout du rouleau, mais visiblement, il restait pas mal de trucs dans le rouleau. Il lit, il publie, il donne des conférences, et l'actuel a retrouvé les clés des finances du Vatican que le système avait confisquées pour le prédécesseur. Très peu de gens savent d'ailleurs que ce système bancaire a fait chanter Benoît XVI en le privant d'accès au réseau financier international. Attendez, alors, la production a tout prévu, tandis que l'actuel pape reçoit les représentants du commerce américain, organise des symposiums économiques, dit qu'il a été piqué par Pfizer et que tout le monde devrait en faire autant, mais surtout, il s'est avancé trop loin dans cette direction pour ne pas inspirer le soupçon sur à peu près tout le reste. Déjà sur les conditions de son arrivée en fonction, dans quel but on l'aurait placé là, etc. On nous dit pour soulager l'autre, il était malade, mais l'autre va très bien, je le répète. Donc au début on comprend mal, mais à présent on comprend mieux. Le pape François n'est pas un obstacle à ce qui se déroule sous nos yeux. On peut même dire qu'il y prête la main. Déjà, il commence dès son arrivée par essayer d'accabler la période antérieure. Des dizaines de livres paraissent, des affaires de mœurs sont révélées. Il s'agit de discréditer la parole de ceux qui l'ont précédé. Ensuite, l'absence de recul du pape au sujet de la distinction qui se profile entre deux catégories de citoyens sur des critères qui restent fumeux est un scandale pour l'esprit quand on y pense. L'Église catholique aurait dû s'effrayer du sort qu'on a fait aux petits commerces, aux boutiquiers, aux coiffeurs, aux indépendants de toutes sortes. Là, rien du tout. L'Église catholique aurait dû inviter les gens à prier en plein air pour remplacer les messes fliquées par le pouvoir. On a même vu des CRS débarquer pendant les offices. Là, rien du tout. Elle aurait dû s'élever contre le fait de faire prendre un essai clinique inachevé pour une thérapie solide et fiable. Là, rien du tout non plus. Elle aurait dû rappeler qu'il y avait un devoir pour les gouvernements à promouvoir les traitements et la prescription de proximité, au lieu de les interdire, mais là, rien non plus, ils ont interdit. Donc le pape a adopté une feuille de route qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la nôtre en tout cas,
Comment ça va finir? Je lui ai demandé, mais par une fronde inévitable, m'a-t-il répondu, de la part du clergé de base, qui a compris tout ça. Parce que l'Église est par nature formée de résistants, ils ont l'habitude, ça fait 2000 ans que ça dure, donc le jour où ils vont décider que les financiers et les gourous du numérique sont reçus décidément trop souvent par les cardinaux au Vatican, le jour où ils comprendront ce qui est en train de se passer, on peut compter sur la base pour restaurer l'honneur du sommet. Mais ça n'est pas une prophétie, a dit l'abonné au monde, c'est un éditorial. Non, la prophétie, c'est que le mal va s'effondrer au moment où tout semble compromis, perdu. La prophétie est que l'évidence du mensonge organisé, planifié, va être apportée par une sorte de hasard. Il suffira d'un seul témoignage, d'un seul document irréfutable, et hop, tous les dominos vont tomber les uns après les autres, tu vas voir. Là-dessus, Vladimir est arrivé, ignorant ce qu'on venait de dire, et j'en ai profité pour lancer une supposition. Et j'ai dit, c'est la Russie qui va pousser le premier domino, non? Exactement, a dit Léon. Et tu sais pourquoi? Dans ces cas-là, il s'adressait à moi, et moi, naïvement, je pensais qu'il allait continuer à me parler de choses concrètes, comme le fait que Julian Assange ou ses équipes pourraient finalement faire sauter le premier domino. Mais il m'a dit un truc énorme, d'un ton très calme. En ce moment, c'est la Russie qui a le plus grand nombre de morts actifs. Et là, il nous a expliqué que depuis un siècle en Russie, on avait en effet tant souffert, on était tellement souvent morts dans l'injustice et la cruauté, les fameux 100 millions de morts du communisme, qu'il y avait une armée de morts très influente qui essayait d'améliorer le sort des vivants vers la rédemption. Et tout le monde a commencé à pouffer, même moi un peu intérieurement, je l'avoue, mais Vladimir a dit ce qu'il dit là est vrai, tous les Russes pensent ça. C'est à ça que tu reconnais que Léon est un vrai voyant. Quand on n'est pas russe soi-même et qu'on arrive à sentir ça, c'est qu'on a vraiment un don de prophète. Et Gustave a finalement dit, tout ça ne nous dit pas comment se manifeste le début de cette ère nouvelle. Eh ben, il y a toujours un événement déclencheur, en effet, a dit Léon, et ça viendra de la nature. La nature est la seule chose que notre système n'a pas prévue. Tout le monde raisonne comme si la nature était une donnée stable, mais c'est en fait une variable extrêmement capricieuse. Je vois un phénomène naturel qui rend les États-Unis incapables de continuer à nous contrôler, à nous protéger. Ils vont devoir penser leurs propres blessures. Et il voit les Russes à Istanbul, je vous le rappelle, a dit Vladimir, à quoi Léon a conclu, je ne distingue pas bien, parce que c'est un tableau très complexe, une sorte d'énorme scène de bataille, mais tout est lié, les Russes sauvent l'Occident, l'orthodoxie sauve le christianisme, et là l'abonné au monde a demandé avec ironie ce qui se passait pour la Chine, et Léon a dit, la Chine est obligée de revenir à un marché régional, voire national, parce que plus personne n'achètera leurs produits chez nous. Ils n'arriveront plus en masse, ils ne seront plus produits en masse chez eux. Alors Gustave a dit, en attendant, ils ont quand même acheté nos vignobles, nos châteaux, nos aéroports, nos forêts. Et Léon a conclu, dans le monde futur, il n'y aura pas plus de règles qu'à Saint-Pétersbourg en 1919. Les Chinois seront privés de ce qu'ils ont acheté chez nous et inversement. Eh ben, dit Gustave en imitant De Gaulle, ça va faire un beau barouf. Et tu vois ça pour quand? Ça s'accélère tellement que c'est déjà là, pour ainsi dire, a répondu Léon. Bon, ben, du coup, je devais vous en prévenir. À bientôt, merci.